entouré d'une magnifique campagne menacée de disparition. En France, c'est l'équivalent d'un terrain de foot qui disparaît toutes les 5 minutes, avalé par le béton. Et dans le Val d'Oise, ça va 3 fois plus vite. Ce sont nos terres, notre alimentation qui sont concernées. Agriculteurs résistants, élus locaux, ils sont là pour en parler. Bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin, installé aujourd'hui au cœur du Val d'Oise. Ces terres agricoles sont parmi les plus riches de France et elles sont malheureusement grignotées chaque jour un peu plus. À 40 km d'ici, on va en parler dans le triangle de Gonesse, un immense projet, méga projet, Europa City, qui devrait pousser de terre d'ici 2024. C'est un centre commercial et de loisirs. 80 hectares de terres agricoles qui vont être avalées par le béton, et c'est la même chose un peu partout en Île-de-France. Alors on comprend bien que d'un côté il y a l'exigence économique, nous sommes 12 millions d'habitants en Île-de-France, 1 million de plus dans 15 ans, et puis de l'autre il y a cette richesse agricole de l'Île-de-France dont nous allons parler ensemble. Ça ne concerne pas que nos agriculteurs, ça nous concerne tous. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir ici Jean-Pierre Blazy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Gonesse, dans le Val d'Oise précisément. On va parler d'Europa City, on va voir ce que c'est en détail avec vous. À vos côtés, Jacqueline Lortirois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Urbaniste, économiste, les terres agricoles, c'est un sujet que vous connaissez sur le bout des doigts. Vous nous direz en quoi celles d'Île-de-France sont exceptionnelles, d'une richesse exceptionnelle, militante aussi. Vous êtes très engagée, notamment contre Europa City, mais surtout contre le bétonnage en général. Vous nous direz en quoi ça a des conséquences dramatiques à long terme, surtout. Et puis à ma gauche, Pascale Ferry, bonjour. Bonjour. 42 ans, agricultrice. Vous avez repris la ferme familiale, l'une des dernières fermes d'élevage laitier dans le Val d'Oise. Il n'en reste plus que 5 dans le département. Pourquoi disparaissent-elles? Vous nous direz que maintenir ces exploitations, c'est parfois, souvent, un combat que vous menez vous aussi, Antoine Thirouin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Maraîcher dans le Val d'Oise également, à Hintainville, c'est à 17 km d'ici. Et depuis les années 80, à l'initiative de votre père, c'est une exploitation qui est ouverte. Ça s'appelle la cueillette de la Croix Verte. Ouverte au public, on peut venir y cueillir quoi? Tout, des fraises, des pommes, des pois. Quarantaine de produits différents qui vont des fruits aux légumes, aux fleurs. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vous en parlais, Europa City dans le Val d'Oise, c'est un méga projet, méga centre commercial et de loisirs qui devrait pousser de terre d'ici 2024 en plein milieu de la campagne environnante. Mais c'est un projet avec également 10 000 emplois à la clé. Alors on regarde en détail et en images et on en parle tout de suite après. Tania Watine, Isabelle Audin. En Seine-Saint-Denis, les centres commerciaux s'inquiètent pour leur survie. Car dans 8 ans, Europa City, un projet pharaonique comprenant 3 fois plus de surface commerciale que ce centre d'Aulnay-sous-Bois, devrait ouvrir ses portes. Europa City, en l'état de sa présentation, pour nous, aura clairement des conséquences sur nous et sur les autres, avec un risque effectivement que des emplois soient perdus ici, que des commerces ferment. Car à moins d'1 kilomètre de là, dans les champs de Gonesse, un géant se prépare. Europa City, ce seront 230 000 m² de commerce, mais aussi des salles de concert, des pistes de ski, une ferme urbaine, bref, un concept inédit à 3 milliards d'euros, financé par le groupe Imochamp. La Seine-Saint-Denis voisine redoute l'asphyxie commerciale. Des élus dénoncent le gigantisme du projet et sa mauvaise localisation. On a des territoires, je prends Aulnay, 180 hectares, désertés par un grand groupe privé, où il y avait des milliers d'emplois, où il y avait des millions de recettes fiscales. Et bien, au lieu de revitaliser cette friche industrielle, on va chercher un champ au milieu de nulle part pour y installer quelque chose. On a le droit quand même de se poser la question.
C'est l'État qui veut transformer ces champs du Val d'Oise en poumons économiques. Le triangle de Gonesse sera aménagé pour accueillir des entreprises, dont EuropaCity, et des transports avec le métro automatique. L'objectif, sortir l'Est du Val d'Oise de la pauvreté. Je rappelle quand même que le projet d'urbaniser le triangle de Gonesse, d'y amener un projet d'envergure tel qu'EuropaCity fait suite aux émeutes de Villiers-le-Bel qui ont interpellé tout le pays sur l'avenir des quartiers dans ce territoire et que c'est bel et bien ce développement au service de la population du territoire qui est notre objectif. Pour séduire autant dans le Val d'Oise qu'en Seine-Saint-Denis, EuropaCity sillonne les villes au cours des 3 mois de débat public. Le groupe Imochamp à la tête du projet insiste. Il veut embaucher presque 12 000 personnes, surtout dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce. Et il va même aider les candidats sur un tiers des postes proposés. 3500 personnes seront orientées, formées, habitant la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise pour pouvoir avoir accès aux emplois qui seront créés. Donc 3500 emplois où nous allons donner des moyens complémentaires en termes de formation pour permettre à ces habitants d'avoir accès aux emplois. Et puis nous travaillons bien sûr en parallèle dans une logique de réseau avec tous les acteurs compétents de l'emploi et de la formation pour pouvoir mettre en place les bonnes filières de formation au bénéfice des habitants. Les procédures d'embauche ne commenceront pas avant 2022. Si les opposants ne bloquent pas le projet, EuropaCity pourrait ouvrir en 2024. Alors on le comprend bien, hein, il y a un immense enjeu économique d'un côté et puis des terres agricoles de l'autre. On va reprendre ce débat tranquillement, mais je voudrais juste avoir votre sentiment aux uns et aux autres à la lecture de ces images. Vous êtes l'une des dernières éleveuses de vaches laitières en Ile-de-France, Pascal Ferry. Vous êtes à 50 km des terres où va pousser ce projet. Ça veut dire que ça aurait pu arriver chez vous? Alors moi j'ai la chance d'être dans un parc naturel régional, donc on est relativement bien protégé par rapport aux dynamiques d'urbanisation qui parfois sont galopantes dans certains secteurs. Mais le sentiment qu'on a au niveau du secteur agricole, c'est que quand même on pèse assez peu en termes démographiques maintenant, même si on représente la moitié de l'Île-de-France en termes des surfaces, mais que du coup on a peine à se faire entendre et que du coup on est un peu sacrifié souvent à l'autel justement des arguments économiques, quoi. Peine à se faire entendre, sacrifier, ça résonne chez vous, Antoine Thirouin, vous êtes maraîcher, vous vous sentez menacé aussi de la même manière? Évidemment qu'on se sent menacé dans des régions comme les nôtres, hein, où on parle toujours de projets, d'urbanisation, de toutes sortes du reste. Maintenant, quant au projet d'EuropaCity, je me pose des questions. Est-ce qu'un projet comme ça est viable aujourd'hui, sachant qu'il y a déjà beaucoup de grandes surfaces dans les régions qui ne sont pas forcément dans un état financier très important? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ailleurs, dans une friche industrielle, comme il a été dit là, plutôt que de sacrifier encore des terres agricoles? C'est des questions qu'on se pose quant à la faisabilité ou l'utilité d'un tel projet aujourd'hui. Justement, hein, vous êtes là pour répondre à ces questions que les agriculteurs se posent. Je voudrais juste qu'on fasse un petit point d'actu. Les derniers développements concernant EuropaCity. Fin août, il y a eu une enquête publique avec un avis défavorable. Je cite, projet peu compatible avec la notion de développement durable. S'est tenu à Gonesse un conseil municipal le lundi 25 septembre où ça a été voté. Ça a été voté lundi 25 septembre, à la majorité très large. Et les opposants, eux, ont annoncé immédiatement dans la foulée qu'ils voulaient attaquer le projet devant le tribunal administratif. Mais vous, je vous ai lu dans Le Parisien le 19 septembre, nous ne renoncerons pas au projet du triangle de Gonesse. Les difficultés sont telles que nous avons besoin de grands projets structurants. Vous maintenez donc? Je maintiens tout à fait, puisqu'on est sur le point d'aboutir, après de nombreuses années d'élaboration, de gestation, même de débat public national, d'enquête publique, de concertation. Et donc, pourquoi renoncer alors que nous sommes près de l'objectif pour réaliser un projet indispensable qui n'est pas uniquement le projet d'EuropaCity. Je souhaiterais qu'on ne soit pas dans la caricature permanente. Non, vous êtes là pour... on a le temps de s'expliquer, justement. Voilà. Et donc, j'y reviendrai, mais y compris dans le débat urbanisation terre agricole. Il ne faut pas non plus être dans le blanc, le noir et la caricature. Donc ce projet, nous sommes l'Est du Val d'Oise sur un territoire qui s'apparente à la Seine-Saint-Denis. Et ce que nous faisons tous les jours, les maires, dans nos quartiers, pour essayer de trouver des réponses, c'est insuffisant. Il faut à un moment, dans le Grand Paris qu'on imagine, du XXIe siècle, des projets structurants, attractifs, valorisant pour les populations, mais aussi valorisant pour l'ensemble du territoire et qui participent au dynamisme de la métropole parisienne
Je crois que c'est important, ça, mais dans une approche équilibrée. Vous parliez de l'intérêt économique et de l'intérêt pour la population. Ça veut dire des emplois à la clé. Combien? Alors, sur l'ensemble du triangle, on dit à terme, c'est-à-dire à la fin de la prochaine décennie, c'est-à-dire les années 2020, peut-être 40 000 emplois. Sur Europa City, 11 500. Mais moi, franchement, les chiffres... non, c'est important pour la population. C'est très important. Par rapport aujourd'hui, il y a une chose que je peux dire, par rapport aujourd'hui à l'emploi existant sur ce site, l'exploitation céréalière, c'est la ferme à un homme. Donc on peut polémiquer sur les chiffres. Certains disent mais non, il n'y aura pas autant de chiffres. Mais non, ça ne profitera pas à la population parce qu'elle est sous-qualifiée, etc. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y aura des emplois. Combien à terme, nous le verrons. Mais surtout, ce qui est important, le véritable défi, c'est que ces emplois profitent à la population du territoire. Jacqueline Lortiwa, quelles seraient les conséquences en termes de développement durable? Écoutez, moi j'appartiens au collectif pour le Triangle de Gonesse qui se bat depuis 2011 contre l'urbanisation de ce triangle et la sauvegarde de ces terres excellentes qui, d'après les pédologues, ont mis 15 000 ans à se bonifier. Et il faudrait, on prétend qu'elles sont de l'agriculture classique, qu'elles ont des pesticides, etc. Mais il suffit que de 3 à 4 années pour les rendre, pour permettre de l'agriculture bio. Donc ça ne compte pas par rapport à 15 000 ans d'âge. Et nous sommes assez scandalisés de constater que, sous prétexte que c'est la nature qui a fait ce patrimoine absolument exceptionnel, ça n'a pas de valeur et que l'homme, qui est une espèce parmi des milliards, s'estime que quand il n'existe pas, quand il n'est pas là, quand ce territoire est interdit à l'habitat, eh bien, on considère que ce territoire est à prendre, est vide, et c'est une page blanche. Donc ça nous a énormément scandalisés. 750 hectares, le triangle des Gonesses, 300 vont être urbanisés, 80 hectares pour Europa City. Est-ce que ce sont des terres perdues à tout jamais, du point de vue environnemental? Du point de vue environnemental, c'est des terres perdues à tout jamais. Et d'autre part... Une fois qu'elles sont bétonnées... C'est terminé. C'est-à-dire on efface 15 000 ans. Si vous voulez, ces terres, normalement, un sol habituel, c'est 50 cm. Et sur le triangle de Gonesse, il y a 6 mètres, il y a 12 fois plus que les terres ordinaires. Et donc c'est tout à fait exceptionnel. Il y a quelques pourcents de sols dans le monde qui ont cette qualité. Donc, si vous voulez, on peut mettre des centres commerciaux n'importe où, mais on ne peut pas mettre de l'agriculture n'importe où. Donc c'est évident que nous avons 12 millions d'habitants, 12 millions de bouches à nourrir. L'Île-de-France ne produit plus que quelques pourcents de son activité. On fait venir du monde entier des nourritures à grands frais qui polluent, qui sont transportées en avion, qui viennent de pays pauvres où les rendements sont mauvais, alors que là on a des rendements excellents, on n'a pas besoin d'arroser. Donc si vous voulez, il faut évidemment conserver la souveraineté alimentaire de l'Île-de-France et forcément sur les meilleures terres. 750 hectares, mais sur ces 750 hectares, 400 ont été sanctuarisés pour l'agriculture, Jean-Pierre Blasi. Donc vous estimez que vous avez pris en compte dans ce projet l'intérêt écologique, l'environnement, il a été pris en compte dans l'élaboration du projet. Je voudrais, pour que tout le monde comprenne bien, revenir un petit peu en arrière. Ce que nous faisons à Gonesse est d'abord autorisé par le schéma directeur régional de l'Île-de-France, adopté en 2013. Ce que nous faisons, c'est évidemment compatible avec ce qui est le cadrage juridique sur l'utilisation des sols à l'échelle régionale. Le débat sur ville, agriculture, ville, campagne, évidemment, il a été mené et il a été dit, à moins qu'on considère, Madame Lortiwa, qu'il ne faut plus urbaniser un seul pouce de terre en Île-de-France, c'est une position intégriste. Il a été décidé au nord de Paris, à 15 km de Notre-Dame, le triangle de Gonesse, et au sud de Paris, à peu près la même distance, un peu plus, le plateau de Saclay.
Pour le reste, il doit être privilégié au renouvellement urbain, c'est-à-dire reconstruire la ville sur la ville. Mais non, mais c'est très important. Oui, bien sûr. Parce que je ne voudrais pas que d'un seul coup, on fait croire que ça surgit comme ça et que nous sommes presque des fauteurs de développement durable. Madame Lortiwa, 10 000 emplois à la clé avec EuropaCity, c'est important pour la région, non? Alors, ces 10 000 emplois sont des emplois virtuels. C'est-à-dire qu'on construit des bureaux, on construit des commerces, on construit des zones de loisirs, et puis on décide que ça correspond à tant d'emplois. Mais ce n'est pas parce qu'on fabrique des berceaux que ça veut dire que les naissances augmentent. C'est-à-dire ces bureaux peuvent rester vides, comme les 4 millions de mètres carrés qui sont vides en Île-de-France. Les commerces peuvent très bien péricliter, comme il se passe à Blanc-Ménil ou à Aéroville qui a ouvert en 2013 et qui est surnommé par certains clients Aérovide. Alors pour vous, vous irez jusqu'au bout parce que ça a un intérêt pour la population locale. Vous en êtes intimement convaincu. Et en même temps, il faut concevoir cette opération, alors et pas uniquement EuropaCity, l'ensemble du triangle, dans la problématique effectivement du développement durable, mais aussi de la relation ville-campagne. C'est la raison pour laquelle, quand on dit du béton, alors qu'il y aura un parc central de 50 hectares et au total 70 hectares, plus une lisière agricole de 23 hectares dans laquelle nous souhaitons expérimenter les nouvelles formes de l'agriculture périurbaine qui n'existent pas chez nous, puisque, à la différence de nos amis agriculteurs qui sont juste en face, il n'y a pas il y a de l'agriculture céréalière qui domine de façon totale à cet endroit. Mais même si on part du principe que le projet peut être viable dans les années à venir sans nuire à d'autres infrastructures autour, il est peut-être regrettable simplement qu'il n'y ait pas une concertation régionale, parce que j'ai quand même cru voir dans le reportage qu'il y avait un maire d'Aulnay qui regrettait que ça ne soit pas fait sur une friche industrielle. C'est une question que je me pose. Je peux en dire un mot. Une concertation régionale pour savoir si c'était pas plus opportun de le mettre ailleurs qu'ici, et pour éviter une consommation. Je pose la question. Alors, je peux répondre à la question. Le maire d'Aulnay, j'aurais aimé qu'il dise tout de la réalité sur le site de PSA. Vous savez, c'est l'usine d'Aulnay qui a fermé ses portes il y a 5 ans. Et il y a un projet de reconversion. Une vingtaine d'hectares du site de l'usine, l'ancienne usine automobile d'Aulnay, est sur ma commune. Donc je connais le sujet. Et nous allons réaliser le site de maintenance du métro, des lignes 16 et 17 sur cette friche industrielle. Il y a des constructions actuellement. Ce n'est plus une friche d'ores et déjà. Et il y aura du logement, il veut faire du logement. Donc, c'est le maire d'Aulnay qui dit « je veux faire du logement ». On ne va pas l'empêcher de faire du logement. Je pense qu'il n'a pas été tout à fait honnête dans son propos que je viens d'entendre. C'est dit. On va justement aller un peu plus loin dans cette réflexion sur l'urbanisation, le choix des terres qui est fait, comment on urbanise, à quel rythme. L'urbanisation, ça veut quand même dire de toute façon que des terres agricoles seront grignotés. Exemple dans l'Essonne, département céréalier de l'Île-de-France, qui voit également ses terres menacées. Antoine Marguet et Louis Simondet sont allés à la rencontre des derniers agriculteurs du plateau de Saclay. Pierre Botte, c'est l'un des derniers agriculteurs du plateau de Saclay. Sur cette terre fertile de l'Essonne, ils ne sont plus qu'une dizaine à cultiver la terre. On est vraiment une île agricole au milieu de la ville, le plateau de Saclay. Et en fait, le niveau de la mer monte avec l'urbanisation. Et c'est un peu le problème qu'on a. On se sent de plus en plus à l'étroit sur le plateau de Saclay. Il faut dire que chaque année en Île-de-France, ce sont près de 2000 hectares de terres agricoles qui sont grignotés par l'urbanisation. À Saclay, par exemple, on construit un campus géant qui pourrait accueillir jusqu'à 60 000 étudiants, une Silicon Valley à la française, une situation qui forcément inquiète les paysans. C'est un crime contre l'humanité. Hein. C'est clairement c'est vraiment une terre nourricière fertile naturellement et on a du mal à comprendre qu'on laisse partir ça sous le béton, quoi. Pourtant, avec ses 5000 exploitations, l'Île-de-France propose un terroir très riche. Elle est par exemple la première région meunière de France, comme ici, à la Selle-les-Bordes dans les Yvelines. Des producteurs de blé qui ont besoin de grandes surfaces. Un agriculteur qui a moins de 120 hectares sur l'Île-de-France, voilà, il se pose des questions, il n'y a pas de problème. Il est obligé de se regrouper avec des voisins, etc. Il faut de la surface, les prix sont à la baisse, les charges à la hausse. Voilà quoi, ça c'est bon, ça c'est le contexte agricole.
Pour valoriser sa production, Rick van der Ren a lui choisi de passer en blé bio, mais surtout de monter une boulangerie. Il a même créé 2 emplois et maintenant il maîtrise toute la chaîne de fabrication, du blé au pain, en misant d'abord sur la qualité. Ça fait du bien de revenir aux vraies valeurs parce qu'on fait du vrai pain, on sait d'où ça vient, on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on produit. C'est plus savoureux, ça a plus d'esthétique, ça a plus de goût, ça a plus de couleurs, ça a plus de valeurs nutritives. Un retour à la qualité plébiscité par les consommateurs qui privilégient de plus en plus les circuits courts dans la région. Pourtant, malgré tout, en 10 ans, 25% des agriculteurs ont disparu en Île-de-France. Les terres agricoles sont grignotées, les chiffres sont là et le maraîchage a beaucoup souffert. Beaucoup moins de fruits et légumes en Île-de-France. C'est tout le paradoxe de ce reportage que je viens de voir. Là, on voit un maraîcher qui est au cœur du bassin de distribution, puisqu'il est au cœur de Paris, donc pour des circuits courts, on ne peut pas faire plus court. Oui. Et même si je ne dis pas qu'il faille développer, faire des logements, des industries, tout ce que vous voulez, il n'empêche qu'on va probablement l'expulser, le circuit court, il va disparaître. Ou il va être reculé plus loin si d'autres veulent faire, j'en sais rien. Là, il y a un paradoxe. On veut des circuits courts. Ceux qui pratiquent le circuit court, on les enlève. Mais là, en l'occurrence, les maraîchers, oui, comme ils sont toujours aux portes de la capitale ou de Paris, c'est eux qui sont en première loge pour l'urbanisation. Non, mais vous le disiez, on a beaucoup d'élus nationaux qui disent qu'il faut réduire la dépendance alimentaire de l'Île-de-France face à la pression démographique. Et en même temps, effectivement, on coupe les circuits courts en enlevant notamment, en réduisant la production de fruits et légumes. Absolument. Et de bétail. Parce que vous, c'est la même chose, Pascal Ferry, vous êtes l'une des 5 dernières éleveuses de vaches laitières du département. Vous avez l'impression d'être le village gaulois qui résiste? Oui, un petit peu, mais il faut savoir que la périurbanité et l'élevage, ça fait assez mauvais ménage, parce que l'élevage, c'est des nuisances olfactives, etc. Donc, c'est ceux qui disparaissent en premier, en général, quand la ville s'approche. Sur le plateau Saclay, il y a encore un élevage très important, la ferme de Viltin, qui tire encore son épingle du jeu, mais parce ils ont su se développer et grossir. Alors ça choque aussi la population, les élevages qui grossissent. Mais la clé du maintien, elle est là. On veut en France maintenir des petits élevages familiaux rentables, mais malgré tout, les économies d'échelle sont ce qui nous fait durer. Bon, après, les 1000 vaches, c'est choquant. Viltin, ils en sont à 300 vaches, mais c'est comme ça qu'ils tiennent. Et puis, ils font de la vente directe, du circuit court. Mais après, il n'y a pas d'autre porte de sortie que de tirer son épingle du jeu de la proximité du bassin de consommation. Mais ça me paraît nécessaire de produire à proximité. De toute façon, il n'y a que 2 voies possibles. C'est soit on produit à des cours mondiaux, on cherche à faire des économies d'échelle pour être compétitif, soit on s'en va vers le consommateur, mais qui va devoir avoir un budget alimentaire assez conséquent, pas ceux qui achètent le moins cher, évidemment, parce qu'on n'arrivera pas à s'aligner sur des coûts de production qui sont ceux des pays étrangers, sachant que les coûts de transport ne mangent pas la différence. On peut faire importer du bas prix, le transport. Et oui, non mais c'est ça l'idée de ce débat, c'est pas d'opposer l'urbanisation à l'agriculture, c'est juste de se poser la question sur le rythme. Notamment, on a été très marqués, nous, l'équipe de 9h50 le matin, en préparant cette émission, l'équivalent d'un stade de foot de terre agricole qui disparaît toutes les 5 minutes, c'est un département tous les 7 ans, un potager de 25 mètres carrés toutes les secondes. En Île-de-France, 7 terrains et demi de foot par jour. Alors, pression démographique, d'accord, mais est-ce qu'on va pas plus vite que la musique? Écoutez, moi je suis maire d'une commune, je veux dire, agricole, qui l'est resté longtemps et qui le sera encore à l'avenir. Donc moi je ne suis pas dans ce rythme-là effréné de perte de surface agricole, mais moi je suis dans l'idée que l'on peut, dans une approche équilibrée, quand on est en Île-de-France, concevoir une urbanisation maîtrisée, notamment là où il y a déjà de l'urbanisation un peu obsolète, refaire la ville sur la ville, mais là où il faut parfois urbaniser un peu plus, mais en même temps, comment réinventer une agriculture, ou inventer plus exactement une agriculture périurbaine, dans cette relation ville-campagne, quand on est, comme moi, maire d'une ville de grande couronne, et où il y a des possibilités de le faire. Et aujourd'hui, dans le cadre de la transition écologique, nous pouvons et nous devons le faire. Et je crois mais à condition que les obstacles, les contraintes économiques, car on parle de la grande distribution, il faudrait en parler de la grande distribution, qui est quand même le problème pour les agriculteurs comme vous, madame. Mais là, c'est pas Auchan qui porte Europacity, c'est... Non, mais attendez, non. C'est quand même... Non, parce que je voudrais qu'on évite les caricatures. Il n'y aura pas de caddie
à pousser dans Europa City, car il n'y aura pas d'hypercentre commercial, comme Madame Lortiwa se plaît à le caricaturer. En tout cas, est-ce que 250 000 mètres carrés de centre... Alors, est-ce que cette urbanisation va trop vite? Oui ou non? Est-ce qu'elle va plus vite que la musique? On est allé demander leur avis aux Franciliens, tout simplement. Écoutez leur réponse. La disparition donc, des terres agricoles et de fait du coup un peu des agriculteurs, qu'est-ce que ça vous... Eh ben, c'est dramatique. Parce que maintenant on achète à l'étranger. Quand on va sur les supermarchés, ça vient du Pérou, ça vient d'Argentine. Ça me paraît normal parce que vu qu'on est en train de tout le temps grignoter sur les terrains agricoles. C'est regrettable parce que ce serait mieux qu'il y ait un peu plus de culture dans les environs. Les terres agricoles, c'est quand même l'agriculture, la base de l'alimentation, de la production agricole. Donc une urbanisation peut-être un peu trop importante et trop rapide. Vu que tout le monde veut venir dans la région parisienne, il faut loger tout le monde. Donc on a le choix. Soit faire de grandes tours, ou soit s'étaler. Vous êtes fataliste, vous dites, voilà, il y aura de moins en moins de vaches, et puis c'est comme ça. Je pense qu'on va vers, on est déjà dans une crise et que les crises en général génèrent un sursaut. Le souci principal, c'est quand est-ce qu'on va prendre conscience qu'on est au pic de la crise et que le sursaut va arriver, parce que là, on va pas pouvoir tenir encore des dizaines d'années à ce rythme-là. Ça veut dire quoi, on va pas pouvoir tenir? Nous, on est déficitaire. Moi, le lait, je le vends à perte depuis janvier 2015. Ça commence juste à remonter suffisamment, mais est-ce que ça va durer suffisamment longtemps là pour arriver à reboucher le trou de la trésorerie? Nous, on est dans une activité où pour l'instant, on gagne pas d'argent. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est la faute de l'urbanisation. Ah non, on n'est pas dans le même débat. Non, là, je parle de la difficulté des agriculteurs qui eux-mêmes résistent. Mais oui, mais c'est lié au mode de consommation aussi. On a perdu la main sur l'aval. C'est lié, voilà. Il faut se le réapproprier certainement. D'un autre côté, apprendre des métiers supplémentaires comme le font le boulanger agriculteur qu'on a vu à l'image, je pense que tout le monde n'ira pas dans cette voie-là. C'est pas à la portée de tous. Tous les céréaliers ne deviendront pas boulangers. Il faudra garder quand même des gens, des meuneries, des boulangeries dans les villes. Donc la production de masse, elle était un peu exprimée de façon dédaigneuse tout à l'heure quand on parle de la culture céréalière comme si c'était un mal. Je suis désolée, il faut que les terres profondes qui sont faites pour ça, pour sortir des quintaux de blé, continuent à être exploitées pour faire du blé. C'est leur destination, c'est le grenier de l'Île-de-France et il y aura besoin de meuneries. Mais ça m'amuse le reportage là, parce que la plupart des gens qui sont interrogés, qui déplorent la disparition des terres agricoles, probablement que la plupart, notamment franciliens, ne savent peut-être pas que leur maison était à l'origine sur les terres agricoles. Donc en fait, eux-mêmes ont provoqué la disparition des terres agricoles, involontairement peut-être. Par leur mode de consommation? Non, par leur logement, par tout ça. Et donc moi je connais pas mal de gens qui, leurs pavillons sont faits sur des terres agricoles, puis maintenant qu'ils ont un champ en face d'eux, ils ne veulent surtout plus construire. C'est quand même le paradoxe un petit peu. Maintenant, c'est vrai qu'il serait peut-être bon maintenant de se rendre compte qu'il serait peut-être intéressant de plus densifier. Quand même, on commence à avoir une prise de conscience. Les PLU s'orientent vers ça maintenant. Voilà, de la densification de l'urbain pour essayer de s'étendre trop sur les terres agricoles et de les préserver au maximum. Mais vous, à titre d'exemple, qu'on se rende bien compte, vous êtes directement menacé, par exemple, vous, la 16, vous passe sous le nez? Complètement. Moi, j'ai perdu 10% de mon exploitation depuis le passé. Perdu, c'est-à-dire vendu Exproprié, enfin évincé, parce que j'étais pas propriétaire. Donc exproprié, c'est un mot fort. Ça veut dire quoi? On vous a pris vos terres? Bien sûr. Le droit d'exploiter. Ça veut dire qu'il y a une DPU, une déclaration d'utilité. DUP, pardon, déclaration d'utilité publique, qui a été déterminée par un débat public en amont. Et puis à la suite de ça, l'expropriant, en l'occurrence la SANEF, a le droit de négocier à l'amiable avec vous. Mais c'est jamais... À l'amiable, ça veut dire pas d'indemnité? D'accord, si. Quand même. On négocie d'une indemnité à l'amiable. Si jamais l'indemnité on n'arrive pas à s'entendre, ça va jusqu'au tribunal, mais ça n'empêche pas de prendre malgré tout les terres. Ça n'empêche pas les travaux de continuer. C'est ce qui vous est arrivé à vous? Sauf que nous, on a négocié à l'amiable, parce que le SANEF a été relativement intelligent dans le fait de négocier à l'amiable. Mais néanmoins, si ça ne va pas être abouti, les travaux auraient quand même commencé et nous serons au tribunal. Et donc ça veut dire que ça peut recommencer. On peut encore vous prendre 10% de terre. Depuis 30 ans, j'ai déjà perdu pas mal d'hectares. Ça a commencé par mon père. Ensuite, il y a eu des déviations. Il y a eu la francilienne, il y a l'autoroute, il y a une zone d'urbanisation. Ça n'arrête jamais finalement. Il y a des projets qui arrivent, qui arrêtent, ça n'arrête jamais. Alors, les terres qui sont un petit peu grignotées, et puis aussi, on va parler de vos autres difficultés pour résister. Il y a aussi l'idée de transmission après vous. Il y aura quelqu'un? Ça, c'est le grand point d'interrogation. Là, vous dites, voilà, moi je résiste, un peu le mort aux dents.
Mais... C'est compliqué de se dire que c'est moi qui vais lâcher une affaire qui est dans la 7e génération. Je suis la 7e génération, donc c'est-à-dire que tous ces ancêtres ont fait prospérer quelque chose qui s'avère non viable aujourd'hui. C'est quand même, même si c'est pas ma faute, ça fait quand même une grosse peine. Après, j'avais le sentiment que produire de l'alimentaire, comme c'était un besoin vital, il y avait forcément un avenir dans ce secteur. Peut-être que je me trompe, mais quand est-ce qu'on va se rendre compte que c'est une ineptie de faire venir de très loin des choses rapport au climat, rapport au transport, etc. et qu'on a à proximité une richesse pour se nourrir, mais qui est trop chère. En France, on a des charges et un coût de production qui fait qu'on n'arrive pas à s'aligner avec des denrées qui viennent de pas de pays qui sont voisins, mais à qui on autorise des charges bien moindres. Même difficulté pour vous? Alors moi, dans mon cas personnel, j'ai quand même mes 2 enfants qui vont revenir sur l'exploitation. Donc de ce point de vue-là, l'exploitation... Ça veut dire qu'ils y croient? Voilà, ils y croient. Moi, je ne suis pas inquiet sur le développement de la vente de produits en circuit court. La seule chose, c'est qu'on me laisse mes terres et qu'on ne m'empêche pas de continuer à travailler. Après, d'une façon beaucoup plus générale, dans l'agriculture périurbaine, il y a quand même d'autres problèmes liés justement à l'urbanisation. Alors les transports de véhicules agricoles, c'est quand même de plus en plus compliqué. L'acceptation des urbains, ce que j'appelle ceux qui viennent des villes pour habiter en campagne, acceptation des contraintes de la campagne. Ça peut être du bruit à minuit, 2 heures du matin, ça peut être des odeurs, ça peut être, et puis ça peut être aussi des dégradations de toutes sortes, des motos, des quads, des décharges sauvages, des gens du voyage qui squattent un peu partout. Donc c'est quand même pas toujours très simple de travailler en zone périurbaine dans l'agriculture. C'est ce qui est très paradoxal en vous écoutant, en écoutant vos difficultés, c'est que précisément, on le disait, l'opinion publique n'a peut-être jamais été aussi sensible à la bonne alimentation, oui, il y a une prise de conscience, au bio, à l'environnement, au circuit court. Alors on a des paradoxes, parce que je vous le disais tout à l'heure, on a des élus qui nous disent il faut réduire notre dépendance alimentaire, et puis d'un autre côté de grands projets. Alors on a du mal à s'y retrouver. Mais le paradoxe, il est évident pour le Val d'Oise, puisque le Val d'Oise sacrifie. Il y a une charte agricole qui a été effectuée par le Val d'Oise et qui a été refusée de signer par les associations environnementales parce qu'elle sacrifiait des terres agricoles à une vitesse 3 fois plus rapide que l'Île-de-France, qui déjà urbanise beaucoup trop rapidement, alors qu'on pourrait densifier les terres qui existent déjà. C'est-à-dire que ce qui ne va pas pour, par exemple, le triangle de Gonesse, il est interdit à l'habitat. Donc on dit on va faire un quartier, on va faire une ville. On ne peut pas faire de ville puisqu'il n'y a pas d'habitants. Donc forcément, 100% des gens qui vont venir occuper ces activités viendront de l'extérieur, alors que justement la vocation agricole est évidente puisque l'habitat, on ne peut pas faire de ville. Il y a un nouveau modèle qui est en train de naître, c'est justement la proximité entre les agriculteurs, les producteurs et le consommateur. C'est ce que vous faites au jour le jour. Racontez-nous ce que vous proposez. Moi, je ne peux pas être plus court comme circuit chez moi, puisque je me propose de produire 40 cultures différentes qui vont des fleurs aux fruits, aux légumes, pêche, abricots, pommes, poireaux, carottes, etc. Et ce sont les clients qui rentrent directement dans le champ, à qui je leur fournis des emballages, des brouettes pour ceux qui veulent, des fourches pour arracher les pommes de terre. Et ils cueillent, ils passent le temps qu'ils veulent dans la cueillette, ils ressortent, ils pèsent et ils payent ce qu'ils ont pris. Le cas échéant, ils peuvent goûter un petit peu le produit, comme ça au moins ils savent ce qu'ils achètent. Et donc ça, il n'y a pas plus court. Mais le consommateur est demandeur de produits courts globalement, si vous posez la question à tout le monde. Pour autant, vous allez leur proposer des magasins de produits fermiers un peu partout dans la région, qui forcément seront plus chers que la grande distribution, même si la qualité est bien meilleure en tant que fraîcheur et tout. Mais le consommateur, même s'il est pour les produits courts, est-ce que pour autant il va acheter un produit 20 ou 30% plus cher que les tomates de la grande distribution qui viendront d'Espagne? J'en suis pas sûr. En tout cas, dans leur majorité. Il y a un mouvement dans les deux sens. Oui. Il y a des visiteurs qui viennent chez vous parce qu'ils apprécient les produits locaux, produits correctement et pas en masse. Et puis, il y a aussi la campagne qui vient à la ville. On le voit dans les grandes agglomérations, les potagers urbains, les AMAP. Ça, c'est une vraie tendance de fond. L'agriculture qui s'invite dans la ville. Alors dans notre collectif, il y a maintenant une trentaine d'associations, dont Biocop, dont les AMAP, dont la Confédération paysanne,
qui se sont regroupés pour imaginer un projet Karma sur le triangle de Gonesse qui développe de l'agriculture périurbaine. Et donc, par ailleurs, on pourrait parfaitement développer le nombre d'emplois qui est promis sur EuropaCity en densifiant les zones d'activité économique qui sont autour. Par exemple, Paris Nord 2, qui est sur la commune de Gonesse et Aulnay, on peut accueillir 8700 emplois par densification. Pascal Ferry, vous avez fait le choix, par exemple, de la méthanisation. Non, ça n'a resté qu'un projet. Ah, c'est un projet. Je l'ai porté pendant 10 ans. J'ai été au bout de toutes les études nécessaires. Il y en a pour 50 000 € d'études qui ont été mis dans le commerce. C'est quoi la méthanisation déjà? La méthanisation, c'est la valorisation des effluents d'élevage. C'est une complémentarité formidable entre les cultures et l'élevage, puisque l'élevage produit des effluents qui, pour l'instant, se retournent au champ. Ça sert de fumeur organique. Et on crée une étape supplémentaire entre le retour au champ, l'émission pour les animaux et le retour au champ, en faisant une valorisation énergétique entre les deux, je veux dire. Et donc, ça retournait quand même au final au champ. Mais cette valorisation énergétique est assez coûteuse, puisqu'il faut mettre en place toute une installation qui coûtait autour du 1 million d'euros. Et malgré les subventions, il reste quand même un reste à emprunter. Et comme je suis depuis 2 années en train de reporter des échéances que je ne peux assurer sur mes investissements les plus récents, il est hors de question d'investir de façon supplémentaire. Donc c'est un projet qui, pour l'instant, est lettre morte en raison de la conjoncture économique des activités laitières qui s'est en plus accentuée par un déficit sur l'activité céréalière sur la récolte de l'été dernier, pas cette année, mais l'été d'avant, on a été également déficitaire sur les autres secteurs. Donc quand on compte en négatif, on ne peut plus aller voir la banque en lui disant « je voudrais réemprunter » alors qu'on renégocie des échéances qui sont impossibles de payer. Voilà. Donc pour l'instant, c'est financièrement. Et le timing a été très mauvais. Et ça, je suis un peu victime d'une administration française qui est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'entre tous les dossiers à monter, un permis de construire, un architecte des bâtiments de France qui n'a pas forcément envie que vous fassiez ça d'ailleurs, j'ai fini par arracher un permis de construire, mais tout ce timing et ce temps perdu, ça a été contre-productif puisqu'on est arrivé dans une conjoncture qui ne permet plus au projet de sortir de terre. Et c'est très triste parce que j'aurais pu... Si on avait été en Allemagne, en 2 années, c'était fait. Et si j'avais déjà mon méthaniseur en route depuis 5 ans, peut-être que je ne connaîtrais pas ce marasme économique parce que j'aurais un complément de revenu par la vente d'énergie. Mais ça, c'est pathétique, mais c'est comme ça. Sortir, alors pour l'instant, j'ai perdu un peu la foi. Je vous avouerai franchement qu'avoir porté ce projet et avoir bataillé pendant si longtemps pour au final devoir le mettre dans un carton, dans une boîte à archives en attendant des jours meilleurs, sans savoir quand est-ce qu'ils vont arriver... Voilà, quand on a 30 ans, on est à fond, on y va, on y croit. Quand on commence à avoir 40 ans et que ça tombe à l'eau, on a un peu perdu la foi sur le reste des autres projets. Du coup, les circuits courts, j'y crois, mais honnêtement, j'ai 1 million de litres de lait sur ma ferme qui sortent, faire des yaourts avec ça, ça fait un paquet de yaourts. Et puis, il faut apprendre à transformer, il faut que les produits soient bons, il faut apprendre le commerce, c'est pas quelque chose que je maîtrise pour l'instant, peut-être que ça marchera, peut-être pas. Et puis, il faut transporter, il faut livrer, il y a des tas de choses à faire. On a déjà un emploi du temps en tant qu'éleveur qui n'est pas à 35 heures par semaine. Donc ça veut dire investir et embaucher. Et donc ce risque-là, je refuse pour l'instant de le prendre. J'ai trop peur. Donc j'ai besoin d'être rassurée par la conjoncture, de me refaire une santé financière et d'avoir envie d'y croire à nouveau. Honnêtement, pour l'instant, je suis dans une position extrêmement frileuse. C'est dommage parce que le système administratif, les charges, la conjoncture nous ont étouffé. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez dynamique et d'entreprenant et qui a toujours des projets. Mais là, j'ai été un peu étouffée dans l'œuf, j'avoue franchement. Je dirais qu'évidemment qu'il faut développer les circuits courts, ça part d'un bon sentiment, ça part d'une bonne idée. Seulement, il faut se mettre après à la place des consommateurs. Quand on est en face d'une grande distribution, que ce soit Auchan, Carrefour ou Leclerc, pour ne pas les citer, les consommateurs, in fine, c'est quand même la variable d'ajustement de l'alimentaire. Donc ils préfèrent acheter une belle télévision, ils préfèrent acheter la voiture, ils préfèrent partir en vacances. Et l'alimentaire, c'est là où peut-être qu'ils vont baisser un peu leur budget. Et sans compter qu'effectivement, vous avez raison de le dire, nous, en tant que Français producteurs, en dehors des problèmes administratifs, il y a aussi des problèmes de normes, où là, je disais à M. Blasi, la France veut toujours aller plus blanc que blanc, et nous impose des normes supérieures aux normes européennes, que n'ont pas les autres pays européens, qui nous posent beaucoup de contraintes, de difficultés à produire, et forcément plus cher à produire. Vous disiez, le consommateur va hésiter à acheter une tomate 10% ou 15% plus cher. Tout de même, cet urbain qui se rapproche, cette urbanisation, c'est peut-être finalement une chance pour vous, parce qu'il a un petit peu plus de moyens et qu'il est sensible à ce type de production. On va devenir des producteurs pour l'élite financière. C'est un peu dramatique quand même. C'est-à-dire que là, on fait de la production de masse, de la production démocratique, mais on ne peut pas en vivre. Donc la question, ça va être, est-ce qu'il faut renoncer, je dirais, à nourrir les masses
et se dire je vais aller vers, entre guillemets je caricature, hein, c'est pas négatif, mais vers le bobo qui a un peu d'argent et qui a cette conscience que du consommer local c'est plus intelligent, plus par rapport à la planète, par rapport au maintien d'une agriculture à proximité, etc. Mais ça restera une frange, moi j'ai pas d'illusion. Les gens, on veut plus de poules en cage parce que c'est pas sympa pour les poules, mais quand il faut acheter un plateau d'œufs, on va acheter le moins cher si on a un petit problème de fin de mois. Donc la poule française sera bien logée. Mais est-ce qu'il y en aura beaucoup encore des poules en France si on continue à ce rythme-là? Finalement, on va acheter les œufs venant de l'étranger de poules qui seront mal élevées. Mais enfin, voilà, c'est compliqué. Moi, les circuits courts, c'est forcément issu d'élevage ou de producteurs familiaux, enfin, type familial, exploitation. Donc forcément, ce n'est pas des charges et des économies d'échelle. Donc forcément, on ne peut pas être compétitif au niveau de la grande distribution, sans parler de la qualité. Donc ça reste des micro-marchés, les circuits courts aujourd'hui. On ne peut pas toucher toute la population. On voit bien que ce sont les façons de produire, mais aussi les façons de consommer, hein, qui sont intimement liées. Est-ce que c'est justement par le consommateur que va passer la solution et peut-être la naissance d'un nouveau modèle? Alors moi, je suis par ailleurs militante de l'économie solidaire et j'ai créé il y a très longtemps un réseau, le premier réseau d'économie solidaire en France, qui a financé d'ailleurs par des finances solidaires le réseau Biocop. Et ça fait extrêmement longtemps que les militants de l'économie solidaire changent complètement leur façon de consommer, leur façon d'acheter. Moi, ça fait, je sais pas, 20 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une grande surface. Je n'achète rien qui vient de loin et qui vient par avion. Je me bats pour que le kérosène soit taxé parce que je trouve inadmissible que des haricots verts du Kenya arrivent moins cher que des haricots verts produits en France parce que le kérosène n'est pas taxé, alors que si on le taxait, ça coûte le coût environnemental de ces haricots verts, c'est 7 fois le prix de vente. Donc voilà, je mets c'est un point d'accord, un là, je suis d'accord avec Mme Lortivois. je suis d'accord avec Mme Lortivois sur la taxation du kérosène. Je voudrais qu'on arrive au terme de cette émission et je voudrais que d'un mot, promettez-moi un, pas 10, cet équilibre entre un modèle de production agricole et voilà, une urbanisation qui répond à une pression démographique qui est là, voilà. Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que vous êtes confiant? En un mot. Je crois que le débat qu'on vient d'avoir, très intéressant, avec nos amis agriculteurs, montre que le problème, c'est pas urbanisation contre terre agricole, c'est la question des conditions de la production pour les agriculteurs, et notamment les petits agriculteurs qui veulent faire des circuits courts, c'est la question de la distribution, c'est la question des grandes inégalités qui existent entre la grande distribution et les petits producteurs. Et donc moi je crois que ce que nous pouvons faire en attendant de réformer tout ça, et ça c'est improbable pour l'instant, c'est d'expérimenter sur les nouvelles terres d'urbanisation des choses différentes de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour pas reproduire des erreurs et simplement faire de la bétonisation. C'est pourquoi nous sommes sur la lisière agricole, 23 hectares, pour expérimenter et accueillir des expériences du type de ceux de nos amis agriculteurs qui ont débattu avec nous aujourd'hui. Je crois évidemment au circuit court, à condition quand même de baisser toutes nos contraintes qui pèsent sur y compris l'urbanisation, de baisser nos contraintes. Alors si l'urbanisation, ce sont les normes, ce sont les charges, ce sont toutes ces choses-là qui nous rendent, nous, en tant que producteurs, des difficultés à produire à un bon prix. Mais moi, j'ai continué à quand même un peu avoir la foi. Ça me tente énormément de transformer. Mais les fruits et légumes, c'est quand même plus accessible. Les gens ne peuvent pas, chez moi, venir traire leur vache et repartir avec leur bouteille de lait. C'est un peu trop compliqué. Le lait, il faut le transformer parce que ça reste un produit brut. Si on le vend comme tel, j'en fais un petit peu de la vente avec mon distributeur automatique. Mais on ne peut pas dégager beaucoup de valeur ajoutée sur un produit brut. Il faudrait le transformer. Et comme j'ai un peu peur d'investir et de me lancer dans ces métiers supplémentaires que j'évoquais tout à l'heure, moi, je suis, et c'est peut-être une tribune pour le dire, en recherche de partenariat. L'économie sociale et solidaire me tente énormément. Je voudrais monter un atelier de un atelier de transformation, un atelier protégé. J'ai déjà fait des démarches auprès des ESAT qui sont très enthousiastes sur cette idée-là. Maintenant, les modalités de mise en œuvre et tout ça, c'est très compliqué. Et j'aimerais bien effectivement pouvoir être appuyé sur ce type de démarche pour faire au moins du produit beau, s'il n'est pas forcément destiné à des gens qui ont peu de moyens, qu'au moins il soit produit par des gens que ça peut aider, qui sont en réinsertion, etc. pour avoir un volet social sur la ferme, ça serait l'idéal. On vous souhaite que ça marche.
En tout cas, merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau pour en parler. C'est la fin de cette émission préparée avec Bérangère Guy. Je vous donne rendez-vous tous les matins sur France 3 Île-de-France.